Si vous recherchez les cultures anciennes et les trésors historiques enfouis sous les sables de la route de la soie, il faut venir ici. C'est ici à Kucha, autrement dit Tiaozhe dans les temps anciens, que le bouddhisme a commencé à prospérer en Chine. Et c'est aussi ici que certains des meilleurs traducteurs multilingues des textes bouddhiques ont fait leurs premières armes. Mais assez parlé, place à l'exploration en espérant faire nous-mêmes des découvertes en chemin. Je suis Gareth Edwards, bienvenue dans Carnet de route, voici Kucha, en route. Il a fallu peu de temps à Gareth pour tomber sous le charme de la diversité historique et culturelle de Kucha. Il lui en a fallu encore moins pour tomber sous le charme de l'immensité de son désert stérile mais envoûtant. Tiaozhe était l'une des principales cités-États le long de l'itinéraire nord de la route de la soie, ce qui fait qu'elle était géographiquement ouverte aux influences et aux cultures extérieures. Par conséquent, c'est ici que le bouddhisme a prospéré pour la première fois en Chine au cours du IIIe siècle. Ce lieu a aussi donné certains des plus grands musiciens, artistes et traducteurs bouddhistes du pays. En chemin, Gareth laisse son côté poétique prendre le dessus. Pendant un bref instant, il a l'impression d'être le prince de Perse, mais très vite, il a la gorge sèche et la cruelle réalité du désert le rattrape. De Kucha, il faut environ 35 minutes en voiture pour se rendre aux grottes de Kizil. Les grottes de Kizil sont l'une des principales attractions de la région de Kucha. Elles étaient autrefois l'un des plus grands centres de l'art bouddhique de toute l'Asie centrale et mordu de culture, Gareth décide d'en faire sa première escale. Nous y sommes. Derrière moi se trouvent les grottes de Kizil, creusées dans la falaise qui surplombe la paisible rivière Muzat. Et c'est ici que vous pouvez trouver quelques-uns des plus anciens et des plus beaux fragments de fresques bouddhiques de tout le Xinjiang. Nous pourrons, espérons-le, découvrir à quoi ressemblait l'ancien royaume de Tiaozhe à cette époque. Allons voir tout cela. Bien qu'il soit difficile d'établir exactement l'origine des grottes, la plupart des spécialistes sont d'accord sur le fait que le bouddhisme était fermement implanté partout dans le bassin du Tarim au IIIe siècle de notre ère. Tiaozhe était l'une des puissantes cités-États qui se sont développées le long de la route de la soie au cours de cette période. Elle a laissé derrière elle de belles œuvres d'art où se mêlent les styles venus du Gandhara, de Perse, d'Inde et même de Grèce. Quant à savoir comment les grottes ont vu le jour, il y a une légende locale qui raconte l'histoire de la belle princesse Zaoran. Un jour, elle partit à la chasse et tomba amoureuse d'un jeune maçon. Prêt à tout pour que le père de la princesse, le roi de Tiaozhe, consente à ce qu'il se marie avec elle, le maçon entreprit le creusement de 1000 grottes afin de prouver l'étendue de son amour. Mais au bout de 3 années de dur labeur, il mourut après avoir creusé 999 grottes. À la vue du corps de son bien-aimé, la princesse se serait transformée en pierre. Gareth avoue admirer la dévotion du maçon, mais se demande si un bouquet de roses n'aurait pas suffi. Peut-être qu'il n'est pas aussi romantique qu'il le pensait. Malheureusement, au fil des siècles, la plupart des statues et des fresques bouddhiques ont été endommagées ou volées. En quoi les apsaras d'ici sont-elles différentes de celles de Dunhuang? Il y a une grande différence. Les apsaras de Dunhuang sont asexuées. Nos apsaras sont clairement soit des hommes, soit des femmes. Regardons la première paroi de cette grotte numéro 8. Voici 3 apsaras. Celle qui joue du pipa le torse nu est un homme. Celles au-dessus sont des femmes parce qu'elles sont davantage vêtues. D'un point de vue artistique, les apsaras d'ici sont également différentes de celles de Dunhuang. Nos apsaras sont d'une constitution plus robuste. Les courbes nous indiquent qu'elles sont en train de voler. Les apsaras de Dunhuang sont plus délicates. Ce sont leurs voiles qui nous indiquent qu'elles volent. Pourquoi les couleurs ont si bien résisté? Dans les temps anciens, les gens utilisaient de la peinture minérale.
Il réduisait les roches minérales en poudre et ajoutait de la colle d'origine animale au mélange. Ils utilisaient ce mélange pour peindre les murs. Ces ingrédients naturels durent très longtemps. Est-ce que ce sont des gens de Jiuzhi? Oui. Les habitants de Jiuzhi sont un groupe ethnique local. Leur arbre généalogique est assez complexe. Ils ont des origines dans l'ouest et dans l'est. Mais ils ont des caractéristiques uniques. Donc, par exemple, prenons celle-ci. Ils ont des visages ovales. Contrairement à vous ou moi. Les yeux, le nez et la bouche sont petits et centrés ici, au milieu du visage. Le front est également très large et plat. Il y avait une tradition locale. Quand les enfants naissaient, les parents utilisaient un dispositif spécial pour aplatir leur front. Ça leur donnait une structure faciale unique. L'une des figures centrales du bouddhisme sous la dynastie des Tang est Xuanzang. Ce moine pieux a fait un voyage épique le menant en Inde. En chemin, il est passé par Jiuzhi, qu'il a décrit comme la cité des plaisirs. Il semble qu'il fait allusion aux musiciens et aux danseuses de la ville. Et quand on voit ces fresques, on comprend facilement pourquoi. Les femmes sont représentées avec un corps long tout en courbe et une chevelure ondoyante, ce qui était considéré comme des attributs de séduction à l'époque. Petit avertissement cependant, si vous envisagez de prendre un appareil photo avec vous pour prendre quelques clichés, vous feriez mieux d'y réfléchir à deux fois. Les habitants gardent un œil vigilant dans leur tentative de préserver la qualité des fresques qui restent. Gareth devra donc se contenter des souvenirs des belles danseuses car il n'a pas envie de s'attirer des ennuis en ce lieu saint. Alors qu'il déambule parmi les grottes, Gareth a presque l'impression de remonter l'histoire de Jiuzhi. Heureusement pour lui, il y a des guides pour l'aider à comprendre le sens des fresques. Les guides parlent anglais et on nous a dit que quelques-uns parlent japonais, coréen, ouïghour et bien sûr le mandarin. Donc si vous venez aux grottes de Kyzyl, la plupart des histoires que l'on vous racontera seront liées au bouddhisme. Mais ici, dans la grotte numéro 38, c'est légèrement différent. C'est ici que vous pouvez voir à quoi ressemblait la vie dans l'ancienne Jiuzhi et particulièrement la musique et les divertissements. À l'époque, Jiuzhi était célèbre pour sa musique. Et vous pouvez voir, comme ici par exemple, ces instruments qui n'existent plus de nos jours. Difficile de ne pas ressentir un peu de tristesse face à la disparition d'une culture musicale autrefois vénérée. On dit que la musique kutchéenne était particulièrement populaire pendant l'âge d'or artistique de la dynastie des Tang, de 618 à 907. Un de ses plus grands fans était apparemment la concubine impériale Yang Guifei. Malheureusement, les tambours, luttes et flûtes en roseau unique ont pratiquement disparu. Bonjour. Vous êtes tous ouïghours? Oui. Quel est ce genre de danse? C'est une danse de Jiuzhi. Les souvenirs conservés dans la grotte sont tout ce qui reste du passé musical de Kucha. Ne serait-il pas merveilleux si d'une manière ou d'une autre, nous pouvions voir aujourd'hui les danses de Jiuzhi? En fait, c'est possible. Une troupe de danse locale interprète les danses et la musique de l'ancienne Jiuzhi. Et ils se sont même produits à l'étranger. Leurs danses sont entièrement basées sur l'interprétation des mouvements représentés sur les fresques des grottes. La danse de Jiuzhi est assez rapide.
découvrirons la version locale du Grand Canyon et nous nous baladerons dans l'un des plus anciens sites bouddhistes du Xinjiang. C'est tout de suite dans Carnet de route. À seulement 2 heures de route au nord de Kucha, vous trouverez l'une des merveilles naturelles du Xinjiang, le Grand Canyon des monts Tien. Pour vous y rendre, vous devrez louer une voiture ou prendre un bus. Waouh, il fallait qu'on s'arrête ici parce que regardez ça! Vous avez déjà vu quelque chose d'aussi impressionnant? Je veux dire, vous êtes au milieu de nulle part dans cette terre aride et tout à coup vous avez ça. Je dois dire qu'on ne voit ça qu'une fois dans sa vie. Incroyable. Bien, juste pour vous donner une idée de son étendue, le Xinjiang représente un 1/6 du territoire de la Chine. Et ce n'est pas surprenant qu'il vous offre une grande variété de paysages. Et on dit que Kucha est un microcosme du Xinjiang. Allons donc explorer ce paysage. Le canyon est long de 5,5 km. Il est composé de hauts pinacles de pierre élancés, de contreforts massifs, de falaises abruptes et de roches ocre très érodées. Le tout lui donne l'aspect d'une forêt de pierre. Le contraste entre les différentes nuances d'ocre et le ciel bleu du désert fait de cet endroit un vrai paradis pour les photographes. Incroyable. On dit que la nature est le plus grand des artistes. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis d'accord. Niché en haut des monts Tien, à environ 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, se trouve l'un des plus beaux paysages de lac de Kucha, le lac du Grand Dragon. Ce qui surprend, c'est la vitesse avec laquelle les paysages et la température changent ici. On passe du chaud au froid, des dunes de sable aux montagnes enneigées, tout cela donne une apparence surréaliste au lieu. Wow. Il y a à peu près une demi-heure, on marchait dans un paysage aride et presque désertique, et ici vous avez ceci. Des eaux vert émeraude. Et il semble que plus on monte, plus le paysage est coloré. Ce qu'il y a ici, vous pouvez le comparer à ce qu'on peut trouver au parc de Snowdonia au Pays de Galles. Et avec les montagnes enneigées derrière, je dirais que c'est aussi beau que la Suisse. C'est à couper le souffle. À 20 km au nord de Kucha se trouvent les vestiges du plus vaste site bouddhique de Xinjiang, les ruines de l'ancienne cité de Subashi. L'érudit bouddhiste le plus célèbre de la cité était Kumarayiva. C'était il y a 1600 ans, décrit comme le 19e patriarche. Dans les annales bouddhiques, c'est une figure centrale de l'introduction du bouddhisme dans la région. Né d'un père cachemérien et d'une mère kutchéenne, il a étudié les textes bouddhiques et ses traductions ont permis aux Chinois de comprendre pleinement la nature du bouddhisme. Le moine bouddhiste Xuanzang, qui est venu à Chiaotzu après Kumarayiva, a été tout aussi influent en tant que traducteur de textes bouddhistes. Lors d'une escale de plusieurs mois à Chiaotzu, on dit qu'il a été impressionné par la beauté des monastères et des statues bouddhistes de 27 mètres de haut. Xuanzang est une figure connue dans l'histoire chinoise en grande partie grâce à son voyage épique en Inde, raconté dans le grand classique La pérégrination vers l'Ouest. Waouh! Regardez cet endroit, quelle vue incroyable! En marchant dans ces ruines, je me sens tellement en paix ici et c'est facile de comprendre pourquoi 5000 moines vivaient ici. C'est un lieu d'une grande beauté et nous sommes très chanceux d'être ici. Subashi et les paysages environnants sont si beaux et paisibles.
Pour ce qui est des ruines, c'est comme si elles gardaient des secrets qui attendent d'être découverts. Pas étonnant que les habitants gardent ces trésors si jalousement. Venez avec nous célébrer la fête de Korban et sympathiser avec les familles ouïghours locales. Vous admirerez des paysages époustouflants créés par l'un des arbres emblématiques du Xinjiang. C'est tout de suite dans le carnet de route. Belle journée, n'est-ce pas? Regardez cette vue. La raison pour laquelle c'est si agréable, c'est que nous sommes en octobre ici à Kucha. Il ne fait ni trop froid, ni trop chaud. Et on m'a dit que c'est le meilleur moment de l'année pour venir, principalement à cause des peupliers qui sont maintenant en pleine floraison. Allez, en route! La fête de Korban tombe un jour différent chaque année et Gareth doit avouer que c'est un hasard si nous sommes ici pour la célébrer. Ainsi, chaque endroit a ses fêtes et Kucha ne fait pas exception. La plus grande est la fête de Korban qui tombe le 10e jour du dernier mois du calendrier musulman. Et je suis ici avec Gezel qui est ici pour visiter ses grands-parents en cette merveilleuse journée. Allons voir à l'intérieur. Petit avertissement, soyez conscient des coutumes locales lorsque vous entrez dans une maison ouïghour, étant donné qu'une grande importance est attachée à l'étiquette. Moi, c'est pas de la tarte. Les hommes ne peuvent pas serrer la main des femmes, mais ils peuvent le faire avec les hommes. Donc voici la grand-mère, le grand-père, et voici sa mère. Veuillez entrer. Waouh! Waouh! Incroyable! Comme vous pouvez le voir, c'est une grosse affaire. Ils ont visiblement mis beaucoup de temps à préparer ce repas. Avant le lever du soleil, les hommes vont à la grande mosquée de Kucha pour prier, tandis que les femmes restent à la maison pour faire le ménage et préparer le repas de la famille. Quand les hommes reviennent, ils tuent généralement un agneau. S'ils peuvent se le permettre, ils en donnent un à leur famille et aux pauvres. Voici ma tante et sa fille. À cette époque de l'année, les enfants reçoivent des cadeaux, généralement sous la forme de petites sommes d'argent, petits ménards. Korban est la fête la plus importante après le mois de jeûne du Ramadan. Beaucoup d'efforts sont donc consacrés à la préparation des plats et à l'accueil des invités. Ces gens sont si gentils. On a beaucoup de chance d'être là un jour comme celui-ci. C'est le Nouvel An musulman et c'est comme toutes les fêtes du genre, comme la fête du printemps ou le Nouvel An occidental. C'est un grand moment de joie. La famille se réunit, on parle et on mange. Ces gens n'ont pas mangé depuis un moment, alors vous pensez bien qu'ils ont faim. Mais tout le monde mange beaucoup, en tout cas en ce qui me concerne. Et oui, je m'estime très chanceux d'être ici.
C'est le meilleur moment de l'année pour voir les peupliers emblématiques du Xinjiang. Alors que Gareth déambule entre les dunes de sable entourant les arbres, il sent un lien avec le passé. Vous vous demandez ce que nous faisons au milieu de nulle part, entourés d'arbres apparemment morts. Eh bien en fait, nous sommes très chanceux d'être ici parce qu'ils sont célèbres dans tout le Xinjiang. Pas celui-ci en particulier, mais ceux à ma gauche, derrière moi, partout. On les appelle peupliers, on dit que ces arbres ont vécu il y a des milliers d'années. Le simple fait de marcher ici procure un sentiment assez étonnant parce qu'ils ont été les témoins de l'histoire de la route de la soie pendant des milliers d'années. Incroyable. Le Xinjiang abrite la plus grande forêt de peupliers du monde. Après 2 heures de route au sud de Kucha, Gareth décide de s'arrêter dans une réserve naturelle de peupliers pour voir cela de plus près. Donc nous sommes juste en dehors du village de Tarim qui est à environ 2 heures au sud de Kucha et c'est le type de paysage que vous pouvez avoir. Et je suis juste en train de chercher les mots à la hauteur pour décrire cela. C'est incroyable, c'est fabuleux. Ou comme dirait ma mère... Entouré par les dunes de sable envoûtantes du bassin du Tarim, Gareth tombe sur un lac au milieu de nulle part où vous pouvez pêcher et vous régaler de crabes d'eau douce. Personnellement, Gareth est tout simplement heureux de contempler les eaux scintillantes aux alentours ainsi que les dunes de sable. Yeah. Eh bien, je suis très enthousiaste parce qu'au milieu du désert, vous avez cet immense lac. Et nous sommes sur le point de partir pour une petite île qui se trouve en son centre. On va voir ce qu'il y a à observer dans le coin. Oh, merci. Wow. Bonjour. C'est notre dîner? Oui. Je peux vous aider? Oui. Que puis-je faire? Vous pouvez manger cette pastèque. Eh bien, c'est assez impressionnant parce qu'on a pêché des crabes un peu plus tôt et qu'on est sur le point de faire un pique-nique de crabes au milieu du désert. Impressionnant! Ça, je sais bien le faire. Bon sang, c'est vraiment chaud. Sit down, please. He's got good English. Il parle bien anglais. There's nothing like a bit of mutton. Rien de tel qu'un peu de viande de mouton dans le désert. Away from the cities, Loin des villes, comme ils disent. On passe simplement du bon temps. Ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi cette vaste étendue de peupliers aux couleurs vives est très appréciée des photographes. Avec les différentes nuances d'orange, des feuilles et entouré par les dunes de sable, ce lieu est un vrai rêve d'artiste. Bonjour, je m'appelle Gareth, d'où venez-vous? Je suis de Beijing, je suis photoreporter. Pourquoi tant de gens aiment photographier ces peupliers? Le peuplier est surnommé arbre héros. On les aime pour leur forte détermination à survivre. Dans la culture chinoise, c'est une grande vertu. Les peupliers se trouvent principalement dans le nord-ouest de la Chine sur la même latitude. Il y en a par exemple à Urchina, dans l'ouest de la Mongolie intérieure, et à Kucha, dans la région d'Aksu, au Xinjiang.
Visiter Kutcha est comme un retour vers un âge presque oublié, une expérience qui, même pour les voyageurs les plus aguerris, vous coupe le souffle. Eh bien, nous nous sommes trouvés un joli petit coin de désert de sable au milieu du bassin du Tarim pour terminer cet épisode. Et je dois dire que j'aime Kutcha, tout simplement parce qu'il y a tellement de choses que vous pouvez faire ici tout au long de l'année. Et aussi en raison de sa culture et de son histoire. Mais pour moi, le moment fort était la visite des grottes de Kizil. Si vous voulez vivre une aventure historique, alors c'est l'endroit où il faut aller. Mais si vous ne pouvez pas vous y rendre, alors j'espère que Carnet de route vous a montré un aperçu de ce qu'est la vie à Kutcha. En tout cas, le soleil se couche. C'est la fin de cet épisode, mais c'est loin d'être la fin du voyage. À la prochaine, je suis Gareth Edwards.